nous allons aborder un nouveau cours qui va permettre de relier l'étude de deux objets qui a priori ne sont pas liés, les matrices et les applications linéaires. Donc, on avait étudié en début d'année les matrices pour elles-mêmes, la structure de l'ensemble des matrices et les opérations sur les matrices. Pour l'instant, on n'a pas fait grand-chose de ces matrices à part résoudre des systèmes linéaires, proposer un format intéressant de résolution de systèmes linéaires. Là maintenant, c'est à partir de ce jour que les matrices elles vont prendre beaucoup plus de poids dans les mathématiques, puisqu'elles ne vont dorénavant absolument plus nous quitter, on va les voir à peu près partout. Alors, la première application qu'on va faire aux matrices, elle résulte d'un point très particulier de l'étude des applications linéaires en dimension finie. On a vu, et ça a été un point essentiel dans l'étude de ces applications linéaires, qu'une application linéaire définie sur un espace de dimension finie, on n'a pas besoin de la connaître pour tous les vecteurs de E pour la connaître entièrement. On a vu que si on la connaissait sur une base, elle était entièrement déterminée de façon unique. Donc, fort de ce constat, on va se placer dans un cadre précis où on va se donner une application linéaire en dimension finie. Donc en dimension finie, ça veut dire qu'elle est définie sur un espace E que je vais déclarer de dimension P, et elle est à valeur dans un espace vectoriel F que je déclare de dimension N. Pour pouvoir travailler avec des vecteurs de E et des vecteurs de F, étant donné qu'on est en dimension finie et qu'en dimension finie il existe des bases, je vais me donner E1, EP une base de E et F1, Fn une base de F. Donc là on vient de dire qu'une application linéaire, elle est entièrement déterminée par l'image d'une base. Donc la connaissance de cette application linéaire est liée à la connaissance de ces vecteurs, qui sont les images des vecteurs d'une base de l'espace vectoriel de départ, donc E1, EP. Alors, maintenant, pour connaître ces vecteurs, on doit se poser la question légitime, qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant pour connaître entièrement les vecteurs qui sont donnés ici? Ce qui est nécessaire et suffisant, c'est de connaître leurs coordonnées dans une base de F, puisque ces vecteurs-là, ce sont des vecteurs de l'ensemble d'arrivée, ce sont des vecteurs de F. Pour connaître ces vecteurs-là, j'ai juste besoin de connaître leurs coordonnées, c'est-à-dire des éléments qui vivent dans K égale R ou égale C, selon qu'on travaille dans un R espace vectoriel ou dans un C espace vectoriel. Et donc par conséquent, ces coordonnées, si je leur donne des noms, alors par exemple la coordonnée du vecteur F1, je vais l'appeler A11, la coordonnée du vecteur F2, je vais l'appeler A21, etc. jusqu'à la coordonnée du vecteur Fn que je vais appeler AN1. Et on va continuer comme ça, la coordonnée de ce vecteur-là, je vais l'appeler A12, puis la deuxième, je vais l'appeler A22, et enfin la dernière, je vais l'appeler AN2. Et pour la décomposition du dernier vecteur, la première coordonnée, je vais l'appeler A1P, la deuxième coordonnée, je vais l'appeler A2P, et la dernière coordonnée, je vais l'appeler ANP. Donc ça, ce sont des scalaires, ce sont les coordonnées du vecteur A2E1 pardon, dans la base F. Donc ça veut dire que l'égalité que j'obtiens, c'est cette égalité-là. On va pouvoir écrire donc moralité, ce qu'on a à récolter comme information pour entièrement maîtriser la nature d'une application linéaire, ce sont ces scalaires-là. Ce sont eux qui permettent de maîtriser entièrement la nature d'une application linéaire. Donc finalement, on pourrait se dire, connaissant une base de E et connaissant une base de F, si je connais ces scalaires-là, je sais exactement ce que va être mon application linéaire. Donc l'objectif va être de définir ce qu'on va appeler la matrice d'une application linéaire, et c'est cette matrice qui va concentrer les différents nombres qui sont ici, c'est-à-dire les éléments indispensables pour pouvoir maîtriser sans l'ombre d'un doute une application linéaire lorsqu'on travaille sur un espace vectoriel de dimension finie. Donc là, on va pouvoir se lancer dans le premier paragraphe de ce cours, alors qui va s'appeler d'ailleurs matrice et application linéaire, puisque l'objectif là pour l'instant c'est de définir ça proprement. On verra l'étude spéciale des endomorphismes et l'étude spéciale de quelques applications linéaires, et selon ce qu'on va récupérer comme information, le cours dérivera
éventuellement dans d'autres directions. Pour l'instant, on ne sait pas dans quelle direction on va aller. Et on va déjà définir ce qu'on va appeler la matrice d'une application linéaire. Alors évidemment, dans des bases de données, puisqu'on a bien vu, a priori, que pour repérer ces vecteurs, on s'était donné une base de E, une base de F. Donc matrice d'une application linéaire, bon, je vais dire application linéaire, dans des bases données, parce qu'a priori, il n'y a aucune raison que les espaces vectoriels de départ et d'arrivée soient reliés. On verra que lorsqu'ils sont égaux, on parle plutôt d'endomorphisme, et on pourra se donner la même base au départ et à l'arrivée. Pour l'instant, on est dans des définitions complètement générales. Alors justement, la première définition qu'on va donner, je vais la donner en me plaçant dans le contexte que je viens de décrire ici. Donc je vais me placer dans le contexte de ces hypothèses-là, c'est-à-dire les hypothèses que je vais indiquer dans mon théorème, c'est je me donne une application linéaire qui est définie sur un espace vectoriel de dimension P, à valeur dans un espace de dimension N, je me donne une base de E et je me donne une base de F. Donc je vais me placer dans le cadre des hypothèses qui sont ici. Donc, définition, on suppose que l'on est dans le cadre H, que je ne vais pas répéter, que l'on se place dans le cadre H, et on va définir ce qu'on appelle la matrice d'une application linéaire dans des bases données. Donc qu'est-ce que j'appelle la matrice dans la base, alors ici E ronde et dans la base F ronde de l'application linéaire petit a? C'est quoi cette matrice par définition, puisqu'il y a des choix à faire, des choix à prendre sur les différentes notations qu'on a pris. Alors on a vu que cette application linéaire, cette application linéaire, pour la connaître entièrement, il faut absolument maîtriser tous les scalaires qui sont ici, connaître tous les scalaires qui sont ici. Donc là, on a pris le parti d'indiquer en colonne les images des vecteurs de la base de départ. Donc ça veut dire que cette matrice, ces colonnes, ça va être respectivement les coordonnées du vecteur A de E1, les coordonnées du vecteur A de E2, etc. jusqu'à les coordonnées du vecteur A de EP. Et ça, on va l'exprimer dans la base, justement, F1, F2, etc. jusqu'à Fn. Ce qui veut donc dire que la matrice dans les bases E et F de A, c'est une matrice qui va avoir n lignes et p colonnes. Donc le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ. Et cette matrice, donc, qu'est-ce qu'elle va contenir? Eh bien, cette matrice va contenir les coordonnées de l'image des vecteurs de base, de départ, dans la base d'arrivée. Donc l'indice qui est là correspond à celui de la ligne et l'indice qui est là correspond à celui de la colonne. J'ai choisi ces notations-là pour la pertinence des notations. Donc là, on va récupérer toutes les coordonnées du vecteur A de E1 dans la base F1, F2, Fn. Ce qui veut donc dire que les coefficients de cette matrice, ce sont des nombres, ce sont des éléments de cas, puisque ce sont des coordonnées. Donc là, on va récupérer A12, A22, etc. jusqu'à AN2. Et enfin, ici, on va récupérer donc A1P, A2P, etc. jusqu'à ANP. Donc voilà les différentes coordonnées de ma matrice. Donc en particulier, cette matrice, on constate, je l'ai déjà dit oralement, mais je le répète encore une fois, c'est une matrice qui possède n lignes, p colonnes à coefficient dans K. Donc ayons bien conscience de la légende ici. Le n qui est là, qui est le nombre de lignes, et le p qui est là, qui est le nombre de colonnes. P, ça désigne la dimension de l'espace vectoriel de départ, puisque les colonnes désignent l'image des vecteurs de base. Et le n qui est ici désigne la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée. Donc faites bien attention à l'inversion qu'il peut y avoir par rapport à A, quand on dit que c'est une application de E dans F. Le nombre de lignes, c'est la dimension de F, le nombre de colonnes, c'est la dimension de E.
Donc voilà ce qu'on va appeler par définition la matrice de A dans les bases E et F. On voit que dans cette notation, on a A, E et F, puisqu'a priori, les nombres qui sont ici vont dépendre de l'application A et des bases que l'on a choisies au départ et à l'arrivée. A priori, si on change la base E ou la base F, les coefficients de la matrice, c'est-à-dire les coordonnées, vont être complètement différentes. Donc il faut absolument bien faire attention aux notations et à ce qu'elles représentent. Alors maintenant, son petit nom à cette fameuse matrice, eh bien ceci c'est la matrice, on dit déjà 2A, puisque ça fait référence à A, dans les bases. On donne déjà la base de départ, donc E, et ensuite on donne la base d'arrivée, F. Donc voilà pour cette première définition, qui est une définition essentielle sur laquelle il va absolument falloir prendre la main. Alors les coefficients A et J ici qui interviennent dans la matrice, ils s'appellent les coefficients de la matrice A. Donc là on retrouve du vocabulaire qui est purement associé aux matrices. Ça s'appelle les coefficients de A. Et ça c'est plutôt une remarque par rapport à ce qu'on avait dit en dimension finie. Connaître entièrement l'application linéaire A. Donc connaître A, c'est donc connaître. Si on regarde le nombre de paramètres dont on a besoin pour déterminer entièrement l'application A, c'est donc connaître n fois p scalaire. Donc il y a a priori np scalaire pour entièrement déterminer une application linéaire. Je vous fais remarquer que ça fait écho à ce qu'on avait dit sur la dimension de l'ensemble des applications linéaires définies sur E à valeur dans F. Rappelez-vous, on avait dit que cette dimension, c'était la dimension de E fois la dimension de F, c'est-à-dire np. A priori, l'objet qu'on a récupéré est quand même relativement cohérent avec la dimension qu'on a donnée. Bien que pour l'instant, on n'a rien démontré, c'est juste un sentiment, mais on voit que la connaissance de ces np scalaires permet de connaître entièrement une application linéaire. Si vous modifiez un scalaire, vous modifiez l'application linéaire. Donc pour bien préciser la nature de chacun des objets, il est important, étant donné une matrice, de préciser ce que représente le nombre qui est là. Déjà, comment on va le noter, quels sont les différents choix qu'on va prendre, et qu'est-ce qu'il représente réellement. Alors, le coefficient IJ, c'est le coefficient de la IM ligne et de la JM colonne de la matrice A. On aura plusieurs façons de le noter. On l'avait noté en début d'année également IJ comme ça, et on peut aussi le noter sous cette forme-là. Voilà, c'est trois notations qu'on trouvera assez couramment dans les livres et dans la littérature et dans les sujets. Donc ça, c'est les coefficients de la IM ligne et de la JM colonne de la matrice A de notre application linéaire. Donc sous les hypothèses H, on a déjà vu que cette matrice elle possédait n lignes et p colonnes, et elle est à coefficient dans K, c'est-à-dire que les A et J sont ici, j'insiste bien, des scalaires. Alors le nombre A et J, qu'est-ce qu'il représente concrètement? Alors ce nombre A et J, il se trouve déjà sur la JM colonne. La JM colonne, c'est l'endroit où on décompose l'image du JM vecteur de la base de l'espace de départ. Donc c'est la colonne de A de EJ. Et le nombre qui est là se trouve en IM position, j'entends dans la ligne, il est sur la IM ligne, et sur la IM ligne, on s'occupe des coordonnées par rapport au vecteur FI. Donc finalement, si on veut donner un sens, une signification à ce que représente ce nombre AIJ, ce nombre AIJ, par définition, il représente quoi? Par définition, de l'écriture de la matrice d'une application linéaire. Eh bien, c'est la coordonnée du vecteur, précisons bien ce qu'on manipule, la coordonnée du vecteur A de J, c'est-à-dire celui qu'on trouve sur la JM colonne de la matrice A, la coordonnée selon quel vecteur? Selon le vecteur
phi. Et j'insiste bien, là, ça indique qu'on est sur la jm colonne. On est sur la jm colonne puisque la jm colonne, c'est les coordonnées du vecteur A de EJ, et on se trouve sur la im ligne, puisque la ligne numéro i, c'est la ligne des coordonnées selon le vecteur phi. Donc voilà ce que représente concrètement le coefficient de la im ligne et de la jm colonne de la matrice A. Alors commençons par ce premier exemple où on se donne une application linéaire, on ne va pas le vérifier, qui est définie sur R2 à valeur dans R3 et qui a ce couple de nombres réels associe ce triplet de nombres réels. Alors là, on nous demande d'écrire la matrice de l'application A dans les bases canoniques de R2 et de R3, dans la base canonique de R2 et dans la base canonique de R3. Alors, on va préciser un petit peu tout ça. La base canonique de R2, je vais l'appeler B2. Je vais noter ces vecteurs E1, E2. La base canonique de R2, je vous rappelle qu'elle est constituée du vecteur de coordonnées 1, 0 et du vecteur de coordonnées 0, 1. Et la base canonique de R3, donc je vais les appeler ces vecteurs epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3, et bien c'est les trois vecteurs où 1 se balade respectivement en première position, en deuxième position et en troisième position. Alors qu'est-ce qu'il s'agit de faire quand on vous demande de déterminer la matrice dans la base B2 et dans la base B3 de l'application linéaire petit a? Alors déjà, on va regarder le gabarit de la matrice, la taille de la matrice. Pour regarder la taille de cette matrice, il suffit d'écrire la légende. La légende dit que les colonnes de cette matrice forment les images des vecteurs de la base de départ. Ce qui signifie donc que cette matrice, elle aura d'emblée deux colonnes. Le nombre de lignes, lui, correspond au nombre de vecteurs que l'on trouve dans la base de l'espace d'arrivée. Ici, c'est une application à valeur dans R3, donc on va avoir une décomposition par rapport aux trois vecteurs de la base de R3. Ce qui veut donc dire que cette matrice, elle va avoir a priori 3 lignes et 2 colonnes, et elle est à coefficient réel, puisqu'on travaille dans des R espaces vectoriels. Alors maintenant, il s'agit de remplir la matrice avec ses coefficients. Donc je vais regarder ce que c'est que l'image de A de E1. A de E1, bah, c'est l'image du vecteur de coordonnées 1, 0. C'est donc le triplet de coordonnées 0, 1, 1, qui s'écrit dans la base canonique de R3, epsilon 2 plus epsilon 3. Le 1 qui est ici en poids là, le 1 qui est ici en poids là. Si vous voulez, je peux l'écrire pour qu'on voit exactement à quoi correspond. Lui correspond à lui, la troisième correspond à epsilon 3. Donc la décomposition, les coordonnées de ce vecteur-là dans cette base, qui sont uniques, me permettent de dire que ma matrice, elle va ressembler à ça. L'image du vecteur A2E2, c'est l'image du vecteur de coordonnées 1, 0. Donc on va récupérer ici comme coordonnées ces coordonnées-là, qui correspond à cette décomposition dans la base. Et par conséquent, les nombres que j'indique ici, puisqu'il s'agit de scalaires, ça sera donc 1, 2 et moins 1. Donc voici la matrice de mon application linéaire dans la base canonique. Donc, vous voyez qu'on peut dire plein de choses sur cette matrice. Je vous dis déjà directement ce qu'on va pouvoir dire. Le vecteur A de E1 et le vecteur A de E2, par exemple, on va clairement, parce qu'on a leurs coordonnées dans la base canonique, que la famille est libre, puisque les deux vecteurs ne sont pas proportionnels. Ben ça, on sait que c'est le signe, puisque cette famille est libre, donc c'est le signe que l'application A est injective. Et là, on a vraiment en visuel les informations dont on a besoin pour récupérer les propriétés sur la fonction. Donc on pourrait se poser légitimement la question, est-ce que cette application est surjective? Ben, c'est clairement pas possible, puisque cette famille-là, elle ne peut pas être génératrice de R3. Donc elle ne peut pas être surjective. Ça, on le savait déjà, parce que vu qu'elle est injective, si elle était surjective, ce serait un isomorphisme, et on ne peut pas avoir un isomorphisme entre deux espaces vectoriels qui n'ont pas la même dimension. Donc là, on récupère directement par lecture matricielle
une base de l'espace image qui est constituée de deux vecteurs, qui est constituée de cette famille libre, et on récupère que cette famille est injective. Donc là, on a vraiment visualisé exactement ce dont on avait besoin pour connaître parfaitement la nature de cette application linéaire. Alors pour l'application A, donc on va faire plusieurs choses. On va déjà vérifier que c'est bien un endomorphisme de R3 de X, parce que rien ne m'assure que le polynôme que je récupère ici est bien dans R3 de X. Et on va déterminer la matrice de cette application dont on va montrer qu'elle est linéaire dans la base canonique de R3 de X, c'est-à-dire qu'on va mettre la même base au départ et à l'arrivée, ce qui n'est pas une obligation, hein. On pourrait prendre une base différente au départ et à l'arrivée. Là, je me place dans cette base-là. Donc déjà, je vais rejustifier que cette application est une application linéaire, hein, ça ne nous fera pas de mal. Donc déjà, je vais me donner deux scalaires réels, puisque je travaille dans R3 de X qui est un R espace vectoriel. Et je vais me donner deux polynômes P et Q de R3 de X. Je vais donc calculer A de alpha P plus bêta Q. Donc on va récupérer le polynôme alpha P plus bêta Q évalué, composé si vous préférez avec X plus 1, moins alpha P plus bêta Q composé avec X. On sait que par opération sur les polynômes, ça c'est alpha P de X plus 1 plus bêta Q de X plus 1. Ça c'est les opérations qu'on a mis sur les polynômes qui permettent de dire ça. Moins alpha P moins bêta Q. On n'a plus qu'à regrouper ce qui dépend de alpha. Ce qui dépend de alpha, c'est P de X plus 1 moins P de X. Ah, on retrouve A de P, plus bêta facteur de Q de X plus 1 moins Q de X. On retrouve A de Q. Donc on vient bien de démontrer que l'application A est linéaire. Alors il ne faut pas oublier qu'on doit aussi démontrer que c'est un endomorphisme de R3, donc que cette application est à valeur dans R3. Bien souvent, s'engager une discussion sur les degrés. Et bien maintenant, on va pouvoir éviter cette discussion sur les degrés. Simplement, quand on va construire la matrice, on va voir qu'il s'agit de donner l'image d'une base, et cette image des vecteurs de base va nous permettre d'une part de récupérer que c'est bien un endomorphisme, et d'autre part de récupérer gratuitement la matrice de cet endomorphisme dans une base. Donc là, on va traiter les deux questions donc j'ai dit de front. Donc là, je vais calculer l'image des vecteurs de base, qui est de toute façon nécessaire pour connaître la matrice. Donc A de 1, le polynôme 1, quand je le compose avec x plus 1, donc je remplace partout où j'ai x ici, x par x plus 1, là, c'est fait. Et même chose ici, donc on récupère que A de E1, c'est 0. A de x, je remplace partout où j'ai x, x par x plus 1, c'est fait. Moins x, je récupère donc 1. A de x carré, donc je vais remplacer dans x carré grand x par x plus 1, partout où il apparaît, c'est fait. Moins x carré, en développant on récupère 2x plus 1. Et on fait la même chose avec le cube. Donc je remplace dans x cube partout où j'ai grand x par x plus 1. C'est fait. Et quand on développe ça avec la formule du binôme de Newton, on récupère ceci, puisque le terme en x cube, il s'est éliminé. Alors déjà, qu'est-ce qu'on note directement? On note déjà directement que notre image, l'image de l'application A, en cherchant l'image des vecteurs de base, c'est donc déjà l'espace vectoriel engendré par, à 0 je ne l'indique pas, 1, 2x plus 1, 3x carré plus 3x plus 1, qui est bien inclus dans R3 de x. Donc ça me permet déjà d'attester que comme mon application A est linéaire et que son image est un sous-espace vectoriel de R3 de x, puisque ces polynômes sont bien de degré inférieur ou égaux à 3, on récupère que A est bien un endomorphisme de R3 de x. Et là, on peut aussi donner la matrice dans la base, je vais l'appeler, je ne sais pas si elle a un nom, bon, écoutez, je vais l'appeler C, puisque je ne lui ai pas donné de nom, donc je l'écris ici, dans la base C, qui est la base canonique de R3 de x. Donc base C au départ et base C à l'arrivée. Donc je vais déjà regarder le gabarit de cette matrice. Cette matrice, je sais qu'elle va avoir 4 colonnes, puisque l'espace vectoriel de départ est de dimension 4. Et j'indique très clairement la légende. La première colonne, c'est l'image du
vecteur 1, la deuxième l'image du vecteur x, puis l'image de a de x carré, puis l'image de a de x cube. Donc c'est l'image de ces 4 vecteurs, et ça on va décomposer dans la base C aussi. Donc, ça on va décomposer ces vecteurs dans la base 1x, x2, x3. Ce qui veut donc dire que la matrice qu'on récupère, son nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée, c'est 4, et son nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est 4. Donc on récupère une matrice carrée de M4 de R. On sait que pour le matrice carré, on n'écrit pas le 4,4. Alors on n'a plus qu'à remplir cette matrice avec ses coefficients. Bah, quelles sont les coordonnées du vecteur nul dans la base canonique? Bah, toutes ces coordonnées sont nulles, hein. C'est la spécificité du vecteur nul, toutes ces coordonnées sont nulles. Le vecteur 1, bah, il va s'écrire 1 fois 1 plus 0 fois x plus 0 fois x2 plus 0 fois x3. Ce polynôme-là va s'écrire avec ses coordonnées. Et enfin, le dernier va s'écrire avec ses coordonnées. Voilà ce que je récupère. Donc on voit par lecture matricielle que le polynôme 1 est dans le noyau, ce qu'on avait calculé ici. Et on voit aussi que l'image de A, ce qu'on avait constaté sur l'image des vecteurs de base, est incluse dans R2 de x. Donc on voit que visuellement, quand on a la matrice, le fait qu'on ait des coefficients qui soient nuls ici nous dit qu'il n'y a aucune coordonnée par rapport à x3. Ça indique directement par lecture matricielle ou par calcul que l'image de A est en fait incluse dans R2 de x. Vous voyez, ça c'est déjà un premier point. Et le deuxième point, c'est que, par exemple, là on voit que le vecteur 1 ici appartient au noyau de l'application petit a. Donc on peut obtenir ces deux informations-là par lecture matricielle. La première, c'est ce que j'ai encadré ici en rose, et ça, c'est ce que je lis ici directement sur la colonne 1. Toutes les coordonnées sont nulles par rapport à ce vecteur-là, donc c'est un vecteur du noyau. Alors vous voyez, là, on pourrait être hyper efficace. Regardez ce qu'on peut dire très efficacement, simplement par lecture des vecteurs de base et par analyse matricielle. Déjà, on vient de voir que l'image de A est engendrée par ces trois vecteurs qui sont échelonnés au niveau des degrés. Donc cette famille-là, qui est une famille génératrice de l'image, l'image des vecteurs de base, est aussi une famille libre puisque échelonnée au degré. On récupère donc déjà que le rang de l'application linéaire petit a, c'est la dimension de l'image de A, c'est donc 3, puisque cette famille est une base de l'image. Si j'applique maintenant la formule du rang me dit que la dimension de l'espace vectoriel de départ, qui correspond au nombre de colonnes, 4, est égale au rang, qui vaut 3, plus la dimension du noyau de A. Ce qui permet de dire directement que la dimension du noyau de A est égale à 1. Mais la dimension du noyau de A est égale à 1, et je viens de trouver un polynôme non nul dans le noyau. Donc ce polynôme non nul en constitue une famille libre, mais avec un vecteur. Donc comme j'ai une famille libre avec un seul vecteur, je peux dire que la famille qui est constituée du vecteur 1 est donc une base du noyau de A. Ce qui veut donc dire que le noyau de A, c'est l'espace vectoriel engendré par le polynôme constant égal à 1, alias les polynômes de degré inférieur ou égaux à 0, CR0 de x. Attendez, c'est pas fini, puisque là, on vient de montrer que l'image de A est incluse dans R2 de x. J'ai une inclusion, mais j'ai aussi l'égalité de dimension, puisqu'on vient de voir que le rang de A, c'est-à-dire la dimension de l'UI, c'est 3, et la dimension de R2 de x par le cours, c'est 3. Donc, par inclusion et égalité des dimensions, je peux dire que l'image de A, c'est R2 de x. Vous avez vu simplement, hein, avec évidemment l'image des vecteurs de base, hein, c'est évidemment tout démarre du calcul de l'image des vecteurs de base et évidemment de la connaissance de la linéarité de A. Avec l'image de ces vecteurs de base, on a la matrice. Sur la matrice, on peut voir les choses très simplement. On voit par exemple l'échelonnement en degrés correspond quelque part à une structure en triangle, hein, vous voyez clairement sur la matrice. Et le fait qu'il y ait des zéros ici s'interprète en disant qu'il ne peut pas y avoir de coordonnées non nulles par rapport à x cube. Donc ça veut dire que ce vecteur-là, on ne va pas le retrouver dans l'image, enfin on ne va pas retrouver de composantes par rapport à ce vecteur dans l'image. Et vous avez vu que quasiment sans calcul, on a été capable de donner le rang,
La matrice, elle est échelonnée par ligne, donc de rang 3. Tiens, c'est intéressant. Le rang de la matrice, ça a l'air de correspondre au rang de l'application linéaire. Ouh. Alors ça, si c'est vrai, ça va être drôlement intéressant. Alors on le démontrera, ça va prendre un peu de temps, mais on le démontrera. Mais si c'est ça, c'est énorme. Parce que ça voudrait dire que le rang d'une application linéaire, une fois qu'on a la matrice, vous voyez, eh ben, il s'obtiendrait simplement par des opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice. Ce qui est un algorithme très efficace, on l'a déjà vu quand on a résolu des systèmes. Donc là, on commence à voir des choses apparaître, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux pour l'instant, mais on voit apparaître des choses et des calculs qui sont tournés de façon beaucoup plus efficace. Donc là, c'est vrai qu'en ayant juste ce tableau, on perd un peu de vue la signification de l'application linéaire sur les polynômes, mais on peut avoir un traitement numérique avec des informations numériques qui nous permettent d'obtenir des informations sur le noyau et l'image efficaces. Après, à nous de lire correctement ce qui se passe dans la matrice, et ça sera un enjeu essentiel. Être capable de lire des informations sur cette matrice. Troisième exemple, on va utiliser des exemples un peu extrêmes, où ici il est question de déterminer la matrice de cette application linéaire. Alors bon, la linéarité de cette fonction, on va le faire rapidement. Si on se donne deux scalaires alpha et bêta, des scalaires réels, et si je me donne deux quadruplets, donc je vais les appeler x1, y1, z1, t1 et x2, y2, z2, t2, donc deux triplets de R4. Je dois montrer que l'image d'une combinaison linéaire, c'est la combinaison linéaire des images. Alors ces vecteurs-là, je vais leur donner un nom, histoire de ne pas les écrire en totalité. Le vecteur qui est là, je vais l'appeler U1, et le vecteur qui est là, je vais l'appeler U2. Ce sont des vecteurs de R4. Donc on va calculer A de alpha U1 plus bêta U2. Pour ça, on a besoin des coordonnées de ce vecteur. Alors on sait que dans R4, les coordonnées, quand on multiplie un vecteur par un scalaire, on multiplie les coordonnées par ce scalaire, et quand on ajoute coordonnées par coordonnées. Donc ça va être l'image du vecteur dont les coordonnées sont alpha x1 plus, alors ici ça va être bêta x2, là je vais mettre des pointillés, jusqu'à alpha t1 plus bêta t2. À vous de compléter les pointillés. Ça va être égal à quoi par définition de l'application A? Donc c'est 2 fois la deuxième coordonnée, donc c'est 2 fois alpha x1 plus bêta x2, plus, enfin plutôt moins la troisième coordonnée, puisque c'est la coordonnée en z qui va s'écrire alpha z1 plus bêta z2, et enfin plus 3 fois la dernière coordonnée, alpha t1 plus bêta t2. On n'a plus qu'à regrouper ce qui dépend de alpha. Ce qui dépend de alpha, ça va être 2x1 moins z1 plus 3t1 plus bêta facteur de 2x2 moins z2 plus 3t2. Là, vous reconnaissez ce que c'est que A de U1. Et ici, vous reconnaissez A de U2. Moralité, on vient de démontrer que l'application A est linéaire. Elle est bien à valeur dans R, ça fait aucun doute, puisque ce nombre-là est bien un nombre réel. On a donc bien une application linéaire de R4 dans R. Alors maintenant, on nous demande sa matrice dans la base canonique de R4 et de R. Alors la base canonique de R4, je vais noter ces vecteurs E1, E2, E3, E4. Donc ça va être la base canonique de R4. Donc ces vecteurs, on sait que celui-là comme coordonnée 1 puis que des 0, le second 0, 1 puis que des 0, etc. Et la base canonique de R, elle est formée d'un seul vecteur, et ce vecteur, c'est le vecteur 1, hein, c'est tout, hein, il n'y a pas d'autre vecteur quand on veut engendrer R. Alors à quoi va ressembler la matrice dans la base canonique de R4 et dans la base canonique B1 de R de notre application petit a? Déjà, on va regarder quel est son gabarit. Le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ, et le nombre de lignes, c'est la dimension de l'espace d'arrivée. Donc en fait, cette matrice va être une matrice ligne. Va être une matrice ligne puisque je n'ai qu'un vecteur dans l'espace vectoriel d'arrivée, et j'ai 4 vecteurs dans l'espace vectoriel de départ. Donc il va falloir calculer
A de E1, A de E2, A de E3 et A de E4. Ouais, pas bien, j'ai pas bien regardé quelles étaient les dimensions dont j'avais besoin compte tenu de la taille de mes caractères. Bon, ça va vite se résoudre. Résolu. Boum. Alors, quand on va calculer A de E1, par exemple, ici, A de E1, c'est l'image du vecteur 1, 0, 0, 0. Eh bien, quand on calcule l'image de ce vecteur, on ne fait que remplacer x par 1, les autres termes par 0, on va obtenir 2. Si on calcule A de E2, par exemple, qui est l'image du vecteur 0, 1, 0, 0, on va donc remplacer ici x, z et t par 0 et y par 1. On obtient 0, etc. Donc là, je vais remplir la matrice en complétant au fur et à mesure. Donc là, je vais récupérer que ça, c'est 2 fois 1, donc c'est 2 epsilon 1. Ici, on a 0 fois 1, donc on a 0 fois epsilon 1. Ici, la coordonnée correspondante, c'est 0. Ici, quand on calcule A de epsilon 3, on va récupérer moins 1, qui est égal à moins 1 fois 1, donc qui va me donner la coordonnée moins 1. Et enfin, le petit dernier, quand on calcule l'image du vecteur qui a juste 1 comme dernière coordonnée, on va obtenir 3, qui est égal à 3 fois 1, donc il va avoir comme coordonnée 3. Donc là, la matrice qu'on obtient, c'est une matrice qui a une ligne et 4 colonnes, compte tenu de la dimension de l'espace de départ et de l'espace d'arrivée. Alors, considérons un dernier exemple avant de passer à des exercices qui vont lever une problématique et qui vont nous obliger à regarder, à préciser en tout cas certains résultats. Donc là, on a une application qui est définie sur l'ensemble des matrices carrées de taille 2,2, puisque le 2 n'est répété qu'une seule fois, à valeur dans 2,1, qui consiste à prendre une matrice de 2, à la multiplier par cette matrice-là. Alors on sait effectivement que le produit d'une matrice de 2 et d'une matrice de 1, c'est bien une matrice de 1, donc on arrive bien dans cet espace vectoriel-là. Donc cette application, elle est parfaitement définie. Et bon, la linéarité n'est pas bien compliquée, puisque si on se donne deux scalaires alpha, bêta réels et deux matrices A et B de l'espace vectoriel de départ, qui est ici M2 de R, et bien phi de alpha A plus bêta B, c'est le produit de cette matrice par la matrice x0. Or, on sait que le produit matriciel, il est distributif par rapport à la somme. Donc ça, c'est alpha ax0 plus bêta bx0. On peut dire aussi que le produit, il est linéaire à gauche. Et là, vous récupérez alpha phi de A plus bêta phi de B, ce qui assure que cette application-là, elle est bien linéaire. Alors maintenant, il s'agit de calculer la matrice ici, donc de l'application phi dans respectivement la base canonique de cet espace-là, que je vais appeler C2, et dans la base canonique de cet espace-là, que je vais appeler C1. Alors à nous de voir ce que c'est que ces fameuses bases canoniques de C2 et C1. Ça correspond au cours. La base canonique de M2 de R, rappelez-vous, c'était la base qui était constituée des matrices qui sont appelées les matrices de la base canonique, donc quand même, c'est incontournable que c'est la base canonique. Donc les matrices qui sont formées de 0 partout, sauf un 1 qu'on retrouve au niveau de ces indices pour les lignes et les colonnes. Et la base C2, eh bien je vais noter ça sous la forme epsilon 1, 1 et epsilon ici 2, 1, où la matrice epsilon 1, 1 et la matrice epsilon 2, 1, eh bien ce sont le pendant de ces matrices-là dans les matrices avec deux lignes et une colonne. La première, c'est cette matrice-là, et la deuxième, c'est cette matrice-là. Donc j'utilise les notations, alors je les différencie puisque je ne peux pas appeler mathématiquement deux objets différents par le même nom. Donc les E rondes, c'est les matrices élémentaires de cet espace, et les E droits, c'est les matrices élémentaires de cet espace. Alors déjà, on va regarder la taille de la matrice. La matrice, elle a combien de lignes, combien de colonnes? Le nombre de colonnes, c'est la dimension de l'espace de départ, ça sera donc 4, puisque ça, c'est un espace de dimension 4. Et le nombre de lignes, ce sera 2, puisque lui est un espace vectoriel de dimension 2. Donc on va avoir 2 lignes et 4 colonnes. 2 lignes et 4 colonnes. Donc les colonnes correspondent à quoi? Les colonnes correspondent littéralement
à l'image des 4 vecteurs de l'espace de départ. Donc phi de E11, phi de E12, phi de E21, et enfin phi de E22. Et ça sera décomposé dans la base epsilon 1, 2, epsilon 2, 1. Alors maintenant, il faut former les calculs. On va prendre les matrices élémentaires et on va les multiplier par ces matrices-là. Donc là, on va faire les petits calculs qui sont nécessaires pour obtenir ces fameux renseignements. Donc, je vais donc mettre là chacune des matrices élémentaires. Donc je vais commencer par mettre ici 1, 0, 0, 0, que je multiplie par 1, 2. Donc ça, je le multiplie par la première ligne, je récupère 1, la deuxième ligne, je récupère 0. Donc là, je récupère ici 1 par rapport à ce premier vecteur, 0 par rapport à ce vecteur-là, puisque je récupère en fait que cette image-là, phi de la matrice E11, est en fait directement égale à epsilon 1, 1. Alors on continue les calculs, on va calculer l'image phi de 1, 2. Et on va récupérer ici première ligne multipliée par première colonne 0. Donc on va récupérer ici que phi de 1, 2, c'est 2 epsilon 1, 1. Donc la matrice, quand on va la remplir, on va avoir un 2 ici en composante et un 0 ici en composante. Et si on continue notre petit bonhomme de chemin, l'image du troisième vecteur de base, il donne 0 ici, il donne 1 ici. Donc on va récupérer comme composante 0, 1 ici. Et si on calcule l'image du dernier vecteur de base, 0, 0, 0, 1 par rapport à un 2, on a 0 sur la première ligne, 2 sur la deuxième colonne. On récupère donc cette matrice. Donc vous voyez, là, on applique vraiment la définition. Vous prenez le pli de bien faire attention à déterminer le nombre de lignes, le nombre de colonnes. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous indiquez la légende clairement. Cette légende en rouge, je veux la voir. Je veux la voir. Je veux la voir. Et là, vous êtes sûr de jamais, 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 jamais vous tromper. Vous voyez, les erreurs qui sont communes, c'est de mettre les lignes en colonne ou les colonnes en ligne. Ça, c'est l'erreur qu'on voit tout le temps. Si vous respectez cette légende, cette erreur, vous ne la ferez jamais. Alors pour l'exercice numéro 1, qui est un exercice assez clé pour moi, puisqu'on va commencer à regarder ce qui se passe quand on modifie finalement les bases. Donc on a un projecteur, donc on retrouve une application linéaire qu'on a pas mal étudiée dans les espaces vectoriels généraux, qui est un projecteur. Donc on est dans un espace vectoriel de dimension 2, qu'on peut rapporter à sa base orthonormée à l'aide du plan classique. Donc là je repère mon R2 avec ma base orthonormée, avec la base B2, qui est orthonormée pour le coup. Donc base de mon espace vectoriel base canonique de mon R2. Donc le vecteur E1, c'est le vecteur de coordonnées 1, 0, et le vecteur E2, c'est le vecteur de coordonnées 0, 1. Donc là, on est dans cette situation géométrique. Voilà. Le vecteur E1, le vecteur E2, qui représente la base canonique B2. Donc là, j'ai dit B2, c'est la base canonique de R2. B2, elle est formée par ces vecteurs-là. Bon, ici, je fais de la géométrie, donc je mets des flèches sur mes vecteurs. Là, on définit le projecteur sur V1 parallèlement à V2. Alors déjà, on va regarder ce que c'est que V1. V1, c'est une droite vectorielle. Une droite vectorielle qui est engendrée par le vecteur de coordonnées E1 plus E2. Le vecteur de coordonnées E1 plus E2, voilà le vecteur E1 plus E2. Donc voilà, par exemple, la droite vectorielle considérée. Elle est dirigée par ce vecteur-là. Et donc le vecteur qui dirige cette droite, ici, c'est le vecteur E1 plus E2, que l'énoncé appelle epsilon 1, et l'autre vecteur, ça sera epsilon 2. Donc ça, c'est le vecteur epsilon 1. Et ensuite, on va tracer la droite vectorielle engendrée par le vecteur E1 moins E2. Donc E1 moins E2, c'est le vecteur qui est situé ici, donc qui va engendrer la seconde bisectrice. Donc voilà E1 moins E2, et voilà la droite vectorielle associée. Donc ça, c'est le vecteur epsilon 2 qui va être égal à E1 moins E2. Donc on est dans cette situation où on fait le projecteur sur la droite vectorielle en orange, parallèlement à la droite vectorielle en rose. Alors déjà, il faut regarder si ce projecteur a un sens. Pour pouvoir définir un projecteur, je vous rappelle qu'il faut deux sous-espaces vectoriels supplémentaires.
ici, il est clair que la dimension de V1 plus la dimension de V2 est égale à la dimension de R2. Donc ils sont supplémentaires c'est seulement si leur intersection est réduite au vecteur nul. Ça, je crois que ça se passe de commentaire. Donc on peut bien définir le projecteur sur V1 parallèlement à V2. Donc c'est un endomorphisme de R2. Donc ainsi défini, c'est un endomorphisme de R2. Et la première question, on me demande de déterminer la matrice donc, de ce projecteur dans la base B2, c'est-à-dire dans la base canonique de R2. Donc déjà, je vais regarder la place qu'il me faut pour écrire cette matrice. Donc c'est une matrice 2,2, clairement, puisque la dimension de l'espace vectoriel de départ, c'est le nombre de colonnes. Et on a a priori donc 2 colonnes et 2 lignes, puisque j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée. Mon espace est de dimension 2. Donc là, il faut que je remplisse quelque part ce tableau en calculant les coordonnées de P2E1 et de P2E2. Alors si je fais la projection sur E1 parallèlement à E2, donc parallèlement à la première bisectrice, en fait je vais récupérer la même projection pour le premier et pour le deuxième. Visiblement je vais récupérer le même vecteur. P2E1 et P2E2, ça a l'air d'être ce vecteur-là. Alors il faudrait savoir qui c'est ce vecteur. Bon, bah, ce vecteur, vu qu'on est à la moitié de la diagonale d'un carré de côté 1, il a l'air d'avoir ici des coordonnées qui sont assez faciles à calculer. Alors si je veux faire l'exercice de façon un petit peu plus générale, un petit peu plus élevée, je peux dire, bon, bah, ce projecteur il est défini par quoi? Je vous rappelle qu'un projecteur il est défini de la façon suivante, donc il est défini sur R2 à valeur dans R2. Et on dit à xy, on va associer quoi? À xy, je dois associer la composante de ce vecteur-là par rapport à la droite vectorielle engendrée par V1. Donc je vais chercher cette composante. En fait, ce que je veux, c'est exprimer xy, et visuellement on voit que c'est possible, comme la somme d'un vecteur qui est collinaire au vecteur 1, 1, et d'un vecteur qui est collinaire au vecteur de coordonnées 1, 1. Je voudrais être capable de déterminer les valeurs de alpha et les valeurs de bêta. Je vois qu'on a cette égalité-là, cette égalité étoile. Elle est vérifiée si et seulement si alpha plus bêta est égal à x et alpha moins bêta est égal à y. Alors ce système-là, il possède une et une seule solution puisqu'on sait que V1 et V2 sont supplémentaires. Je vois que alpha ici va être égal à x plus y sur 2. Ça a l'air de correspondre à ce qu'on a vu sur le dessin, ça. Et bêta, ici, ça va être du x moins y sur 2. Donc a priori, moi ce que je vais récupérer, c'est la composante par rapport à V1. La composante par rapport à V1, elle est donnée par ce vecteur-là. Et la composante par rapport à V2, elle est donnée par rapport à ce vecteur-là. La composante par rapport à V1, c'est donc le vecteur x plus y sur 2, virgule, x plus y sur 2. Alors c'était ce qu'on avait vu, puisqu'on avait vu ici qu'on arrivait au milieu des diagonales, et donc on avait partagé ici le segment en deux. Donc là, visiblement, on avait quand même plus ou moins constaté que l'image du vecteur E1 et l'image du vecteur E2 dans ces bases, ça allait probablement être le vecteur de coordonnées 1,5, 1,5. Hein. Alors essayons de voir si le calcul qu'on a fait corrobore la vision géométrique. Bien, on va calculer P de E1. P de E1, ça va être le vecteur P de coordonnées 1, 0. Et l'image du vecteur de coordonnées 1, 0, oh bah tiens, c'est 1,5, 1,5. C'est-à-dire c'est 1,5 de E1 plus 1,5 de E2. Tiens, 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 c'était exactement ce qu'on avait vu géométriquement. Et si vous faites le calcul pour P de E2, c'est l'image du vecteur de coordonnées 0, 1. On obtient donc en remplaçant x par 0 et y par 1, 1,5, 1,5. C'est toujours 1,5 de E1 plus 1,5 de E2. Donc la matrice qu'on récupère ici, c'est la matrice dont tous les coefficients sont égaux à 1,5. On a les coordonnées, P de E1, c'est 1,5 de E1 plus 1,5 de E2, P de E2, c'est 1,5 de E1 plus 1,5 de E2. Donc
là on voit matriciellement que la matrice de P dans la base canonique, ça correspond à la matrice qu'on visualise ici. Passons maintenant à la deuxième question de cet exercice, où il s'agit de déterminer la matrice de P dans les bases B2 et A, et dans les bases A et B2. Où A, a priori, c'est la famille de vecteurs epsilon 1 et epsilon 2, donc obtenus avec les vecteurs qui sont ici. Alors on nous demande déjà de justifier que c'est une base. Bah, ces vecteurs sont clairement non proportionnels. J'ai deux vecteurs dans un espace vectoriel de dimension 2. Comme la famille est libre, c'est une base. Donc on a déjà une base de R2 en utilisant la caractérisation des bases en dimension finie. La famille est libre puisque j'ai deux vecteurs non proportionnels. Elle possède deux vecteurs en dimension 2. C'est une base de R2. Alors, la matrice de P dans la base de B2 au départ et de A2 à l'arrivée, ça va donner quoi si j'écris déjà la légende? Donc, la base de départ, c'est B2. Ici, je vais récupérer, par rapport à la base de départ, je vais récupérer ici P de E1 et P de E2. Et ça, je dois le décomposer dans la base E1, E2. Par opposition, ici, je vais calculer P de E1, P de E2, que je décompose cette fois-ci dans la base E1, E2. Et on va regarder quelque part l'influence du fait de prendre d'autres bases sur la matrice. Qu'est-ce qui se passe au niveau des coefficients? En toute logique, ça devrait bouger. Alors bah, c'est parti. Le calcul de P de E1, je l'ai déjà fait, hein, donc ce calcul-là, je n'ai pas à le refaire. P de E1, c'est ce vecteur-là. Attention, ce vecteur-là, je dois le décomposer dans cette base. Or, on constate que P de E1 ici, c'est égal à quoi? Eh bien, c'est 1 demi du vecteur epsilon 1. Donc, ça va me faire 1 demi de epsilon 1. Et ça, vous avez noté aussi que c'est également P de E2. Conclusion, comment va se remplir ma matrice? Je vais avoir 1 demi ici, 1 demi ici, 0, 0. Effectivement, comme P de E1, c'est 1 demi de E1, c'est donc 1 demi de E1 plus 0 E2, par unicité de la décomposition d'un vecteur dans une base. Idem pour ce vecteur-là. Ensuite, pour cette matrice-là, alors là j'ai un calcul à faire, enfin j'ai des calculs à faire en plus. Je dois calculer P de epsilon 1 dans cette base-là, et P de epsilon 2 dans cette base-là. Alors P de epsilon 1, c'est quoi? En fait, P de epsilon 1, j'ai pas besoin de recalculer, puisque P de epsilon 1 c'est E1 plus E2. Comme P est linéaire, ça va me faire P de E1 plus P de E2. Or, P de E1 plus P de E2, pour l'obtenir, il suffit que j'additionne ces vecteurs. Qu'est-ce que j'obtiens en additionnant ces vecteurs? J'obtiens E1 plus E2. Donc, les coordonnées que j'obtiens ici, c'est 1, 1. Ah, mais c'est normal que je suis bête. Ce vecteur-là, il est invariant par l'application P. Donc, il était clair que P de epsilon 1 était égal à epsilon 1. Ah bah, du coup, epsilon 2, comme c'est un vecteur de la direction, lui, il va s'envoyer sur 0. Si je fais les calculs, j'obtiens P de E1 moins P de E2. Comme P de E1 est égal à P de E2, j'obtiens bien 0. Donc comme ce vecteur-là est nul, ses coordonnées dans cette base, les voici. Donc on voit effectivement qu'en modifiant les bases au départ et à l'arrivée, vous avez vu, on a obtenu trois matrices différentes. Bon là maintenant, il est temps d'arrêter de faire n'importe quoi. On voit que là, on a fait joujou avec les bases, mais que, évidemment, on ne s'est jamais placé dans les bases qu'il fallait. Puisqu'un projecteur, on a vu que la bonne décomposition, quand on calcule avec un projecteur, c'est de travailler dans les sous-espaces vectoriels caractéristiques. V1, c'est l'image, V2, c'est le noyau. Donc, a priori, s'il y a une bonne base dans laquelle on doit travailler, ça serait probablement la base qui est formée de epsilon 1 et de epsilon 2. Nous, ce qu'on sait, c'est que l'image d'un projecteur, c'est l'ensemble des vecteurs invariants. Donc j'ai P de epsilon 1 qui est égal à epsilon 1. Donc là, j'utilise l'aspect géométrique. Je l'ai montré par le calcul, bien sûr, mais maintenant, on fait des trucs sérieux quand même. C'est une application géométrique, on fait un peu de géométrie. Et P de epsilon 2, ben, on a trouvé que c'était 0, et on a vu effectivement que c'était 0, puisque la direction représente le noyau. Donc, ce qui paraîtrait intéressant, c'est de regarder la tête de la matrice lorsqu'on met la base A au départ et à l'arrivée. La matrice devrait être simple en fait.
puisque cette matrice, elle est définie dans la base dans laquelle on a l'habitude de faire des calculs avec un projecteur. Donc là, on va voir si les calculs qu'on a fait dans les projecteurs, eh bien, on a bien fait de les faire dans cette base-là. Bon, on sait qu'on a bien fait, hein, puisqu'à chaque fois, ça nous a donné des calculs hyper simples. Mais ça devrait se traduire matriciellement. On devrait récupérer la matrice la plus simple des trois matrices qu'on a calculées avant. Bah, effectivement, il n'y a pas photo, hein. Regardez, on obtient une matrice diagonale avec 1, seul 1 et 3 zéros. Et nous, notre critère de beauté pour les matrices, ça va être beaucoup de zéros, et si possible des matrices qui ont une structure simple. Diagonale, triangulaire supérieur strict. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on va essayer de pêcher. Et là, on peut difficilement faire une matrice plus jolie. Donc on voit clairement que la bonne base dans laquelle on a intérêt à travailler avec un projecteur, c'est une base dans laquelle la matrice elle aura cette jolie figure-là. Donc si on doit dresser un bilan, je vais le faire oralement, au vu des calculs qu'on a fait, on subodorait que, a priori, étant donné les indices qu'on avait mis pour détecter la matrice d'une application linéaire, on subodorait que les coefficients de la matrice, ils étaient reliés à l'application linéaire et aux bases. Bah là, on en a la confirmation, hein, puisqu'on voit que quand on change les bases, on change complètement les coefficients de la matrice. Donc là, on a travaillé dans 4 situations différentes et on a récupéré des matrices qui avaient des coefficients qui étaient a priori différents. Donc là, on est clairement dans le cadre de changer des bases, c'est changer les coefficients. Et ça va s'accompagner de quel genre de recherche? Bah, il va falloir trouver des bases dans lesquelles les matrices sont les plus simples possibles. Là, on voit clairement que pour un projecteur, la bonne base, ça a l'air d'être la base qui est constituée à l'aide des éléments propres. Donc là, on a vraiment maintenant intérêt à se dire, ok, on va exprimer les applications linéaires dans des bases, choisissons les bases quand même correctement. L'exercice 3, vous notez que c'est simplement le prolongement d'un des exemples qu'on a vu tout à l'heure, hein, où on travaille avec ce qu'on appelle l'opérateur aux différences finies. C'est une espèce de dérivée discrète sur les polynômes. Et on avait calculé la matrice de cette application linéaire, de cet endomorphisme de R3 dans la base canonique. Maintenant, l'objectif, c'est de calculer la matrice de cette application linéaire petit a en mettant la base h au départ et la base h à l'arrivée. Alors h, c'est en honneur d'un mathématicien qui s'appelle David Hilbert, hein, que vous avez dû voir aussi en physique. Mathématicien allemand, on va dire de la fin du 19e siècle et du début du 20e siècle. Donc ces polynômes de Hilbert, on va les appeler h0, h1, h2, h3, et on va les décomposer dans h1, h2, h0, pardon, h1, h2 et h3. Donc on va faire des petits calculs qui nous permettent de faire de donner cette matrice. Alors vous allez me dire, avant de commencer par faire des calculs, vous auriez peut-être déjà dû vérifier que h c'est bien une base de R3 de x. Vous inquiétez pas, je vais le faire, mais j'ai pas besoin d'écrire pour ça, puisque R3 de x est un espace de dimension 4. Ici j'ai 4 vecteurs, donc cette famille est une base, c'est seulement si elle est libre. Or elle est échelonnée en degrés, degré 0, degré 1, degré 2, degré 3. Donc c'est une famille libre à 4 vecteurs dans un espace de dimension 4, c'est une base. Voilà, ça c'est fait. Alors maintenant on va calculer A de H0, c'est-à-dire A de 1. Et ça on avait déjà vu que c'était égal à 0 puisque c'était un vecteur du noyau. Donc là on conserve la belle colonne avec que des zéros. Celle-là on n'avait pas intérêt à la perdre. A de H1 qui est en fait A de X. Alors ça on avait récupéré que c'était 1. Là j'ai pas de calcul à faire. Donc la colonne correspondante, elle était aussi hyper jolie puisqu'elle avait que des 0 et des 1. On la conserve. Qu'est-ce qui se passe pour A de H2? A de H2, si j'applique cette propriété, alors c'est, je remplace grand X par X plus 1 partout. Donc c'est X plus 1 fois X, donc sur 2, moins X fois X moins 1 sur 2. Quand on fait le calcul, on va évidemment factoriser X sur 2, ce qu'on a intérêt à faire. Et ça va être en facteur de X plus 1 moins X plus 1. Les X s'éliminent, on obtient 2. On obtient donc comme polynôme le polynôme X, qui est en fait quoi? X, c'est le polynôme H1. Donc on récupère que A de H2, c'est en fait H1. Donc on a K
écrire les différentes coordonnées, qui nous donne un truc encore super joli, puisqu'on n'a que des coordonnées avec des 0 et des 1. Quand on calcule A de H3, on va récupérer quoi? Donc dans ce polynôme, je remplace x par x plus 1 partout où j'avais x. Donc je vais récupérer x plus 1 fois x moins 1 sur 6, moins x moins 1 fois x moins 2 sur 6. Je factorise ce qu'il est possible de factoriser. Clairement, x fois x moins 1 sur 6. Ça va être facteur de quoi? Donc on va récupérer ici, le seul terme qui nous manque, c'est x plus 1, moins le terme qui me manque ici, qui est x moins 2. Donc on va récupérer que les x s'éliminent, je vais récupérer 3. 3 sur 6, ça fait 2. Je récupère donc x fois x moins 1 sur 2, que je dois décomposer dans cette famille-là. Mais ça, on reconnaît H2. Donc on vient de montrer que A de H3, c'est H2. Voilà la matrice donc de A dans la base de Hilbert. On voit que cette matrice, elle est beaucoup plus jolie que la matrice d'avant. On a une matrice qui est constituée qu'avec des 0 et des 1, ce qui, selon nos critères de beauté, est quand même plutôt pas mal du tout. Au passage, on récupère que cette matrice est nilpotente, ce qui paraît cohérent parce que cette application, elle abaisse le degré un certain nombre de fois. Ça veut dire que là, si je l'applique 4 fois, j'abaisse le degré 4 fois, j'obtiens le polynôme nul. Dites, cette matrice, si on la passe à la puissance 4, on obtient 0. Y aurait-il un lien entre produit matriciel et composition des applications linéaires? C'est-à-dire qu'en calculant cette matrice à la puissance 4, je démontrerai que cette application est 4 nilpotente. C'est-à-dire qu'on remplacerait ce calcul bourrin sur les polynômes avec un calcul qui est complètement simplifié sur les matrices. Vraiment? Si c'est le cas, ça vaut le coup, hein.